Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler pas de SEO en soi-même. Je ne vais pas vous expliquer comment bien référencer un site. Je vais plutôt vous parler un peu de gestion de projet et vous expliquer pourquoi, quand vous faites appel à un référenceur, pourquoi ça ne marche pas, ou en tout cas pourquoi ça marche moins bien que ce qui était prévu. Et vous allez voir, en fait, il y a plein de problématiques que nous, on vit au quotidien et que je vais essayer de vous lister et vous donner surtout les pistes d'amélioration. Je me présente juste rapidement, je m'appelle Daniel Roch, je suis le créateur de l'agence SEO Mix. On est une agence spécialisée dans le référencement naturel de WordPress. Je suis également consultant SEO et développeur WordPress en l'occurrence. Et certains d'entre vous m'ont déjà vu dans d'autres conférences ou éventuellement à travers un livre que j'ai écrit justement sur le référencement naturel de WordPress. Et donc moi, là, je vais plutôt prendre la casquette de chef de projet et de vous expliquer pourquoi quand vous faites du référencement naturel, ça peut ne pas fonctionner correctement. Et pour ça, il faut repartir à la base. On va repartir au B à bas. On va reparler très rapidement de référencement naturel en se posant juste 2 ou 3 questions. Et si j'insiste dessus, c'est que ces questions-là, ces réponses, elles ont une énorme importance sur la mise en place des préconisations et donc sur l'optimisation de votre trafic. La première, c'est pourquoi est-ce que vous allez faire du SEO? Pourquoi aujourd'hui, vous allez vouloir faire du référencement naturel? Il y a une seule bonne réponse, c'est gagner de l'argent. Pour être honnête, on ne fait pas du référencement naturel pour la beauté du geste. On est là parce qu'on veut attirer des visiteurs, augmenter ses ventes, avoir des gens qui vont s'inscrire, etc., etc. Donc ça, c'est votre BABA. Ce qui m'amène à la deuxième question sur laquelle on va avoir déjà le premier frein, qui est de se dire pourquoi aujourd'hui je vais faire une analyse SEO complète de mon site? Pourquoi est-ce que je vais faire appel à un référenceur? Alors, juste petite remarque au passage, je ne parle pas forcément de prestataire, ça peut être même en interne, mais pourquoi est-ce que je vais réaliser un audit? Pourquoi je vais faire une analyse complète de mon site, de mon secteur d'activité? La première réponse qu'on nous donne, c'est je vais gagner en visibilité. Je vais me positionner sur mes mots-clés, je vais être leader sur mon marché, etc., etc. Donc ça, je vais être honnête, ça ne sert à rien. La deuxième raison pour laquelle nous, on a des prospects qui viennent nous voir, c'est je veux des visiteurs. Je veux plus de trafic sur mon site internet, parce que comme ça, je vais gagner en business. Là encore, ça n'a strictement aucun intérêt. Nous, on a des clients sur lesquels on leur fait baisser le nombre de visiteurs qui viennent sur leur site, parce que c'est la bonne solution. La seule chose qui compte, et tout par-delà dans une prestation de référencement naturel, c'est la conversion. Ça doit être le seul et unique objectif que vous devez avoir en tête quand vous faites du référencement naturel. Et quand je parle de conversion, il y en a plein de types, ça dépend de votre secteur d'activité. Ça peut être des ventes, tout simplement, vous êtes un site e-commerce, ça peut être des inscriptions, ça peut être des abonnements, ça peut être des prises de contact, ça peut être des visites en magasin, voilà, ça peut être plein de choses. Et si vous travaillez avec un référenceur et que ces objectifs de conversion ne sont pas fixés et posés clairement, tout le reste ne sert à rien. Ou en tout cas sera beaucoup moins efficace que ça pourrait l'être. Toute la prestation de référencement naturel, de l'audit à la mise en place, la rédaction de contenu, le netlinking, les corrections techniques, tout ce qui va avec, vous devez toujours avoir ces objectifs en tête. Donc je pars du principe que c'est fait. Que le client comme le référenceur, vous gardez ça dans un coin de votre esprit et vous dites, voilà, à chaque fois que je fais une action, à chaque fois que je rédige un contenu, je garde ces objectifs. Et ce que vous allez faire donc l'étape d'après, pour faire une bonne prestation SEO, c'est on va faire une analyse globale. Une analyse globale, on va faire un audit de référencement naturel. Alors, je ne vous apprends rien, c'est très basique ce que je mets sur mes slides. On va analyser le marché, on va essayer de comprendre les besoins des utilisateurs, on va regarder sa concurrence, on va faire un audit de mots-clés. On va bien entendu analyser le site, ses contenus, sa structure, les aspects techniques, la popularité. Donc, vous faites de jolis rapports. Ça peut être des rapports de 20, 50 pages, 100 pages. Tout ça, là encore une fois, ça ne sert à rien. Vous pourriez le prendre, le mettre à la poubelle, ça revient au même. Ça, ce n'est que le moyen de parvenir à vos fins. La seule chose qui compte dans un début de prestation SEO, et donc dans votre audit, c'est une stratégie et une roadmap. Si vous n'avez pas ça à la fin d'un audit, recommencez. Vous devez redéfinir tout, puisqu'en fait, le vrai principe de base d'un référencement naturel, c'est d'être capable de mettre en place les préconisations. Et ça, je vais venir plein de fois pendant cette conférence. Gardez en tête que quand vous faites un audit de référencement naturel, le plus important est d'être capable de l'appliquer. Et ça m'amène à 2-3 principes de base pour le reste de la conférence. D'abord, c'est que si vous faites un audit, il faut être capable de l'appliquer. Si vous n'êtes pas capable, vous ou le référenceur, d'appliquer les préconisations, votre audit ne sert à rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça j'insisterai beaucoup dessus, un audit doit être adapté
aux problématiques du client et du site, sur plein d'aspects qu'on va voir en détail. Gardez aussi en tête qu'il faut en refaire. Alors je ne dis pas forcément refaire un audit complet, mais l'état de votre site à un instant T, ce n'est pas le même que dans un an. Google va changer aussi, son algorithme va changer, vos concurrents vont travailler. Donc un audit, ce n'est pas juste une tâche que je fais une fois et après je me dis c'est bon, c'est fait et je peux passer à la suite. Et même dans certains cas, ce n'est pas la bonne solution. Je vous montrerai des exemples dans lesquels en fait, faire un audit SEO pour certains sites ou certains clients, ça n'a strictement aucun intérêt. Puisque le client, je vous le rappelle, le but du jeu, c'est que vous l'ameniez à atteindre ses objectifs et donc à convertir. Et donc si l'audit ne le permet pas, ça ne sert à rien. Ceci étant dit, voyons maintenant ce qui coince. Soyons beaucoup plus pragmatiques. Il y a plein de raisons pour lesquelles une prestation SEO se passe mal. Et on va commencer par les plus basiques. C'est la question que je vous ai dit tout à l'heure. Demandez au client, au propriétaire du site, quels sont ses objectifs. Puisque de cet objectif va dépendre la typologie de titre que vous allez faire, et ça va influer également sur l'ensemble des préconisations et de comment les mettre en place. Si mon client est serrurier et qu'il veut avoir une portée nationale, et qu'à l'inverse, j'ai un autre client serrurier qui veut avoir une portée locale, mon axe de travail en termes d'audit n'est pas le même, ni dans le déploiement des préconisations. Est-ce qu'il veut aller à l'international ou pas? Demandez lui aussi ses objectifs à long terme. On a déjà le cas de clients, par exemple, qui demandent un audit sur leur site français, mais qui nous disent, ben voilà, moi dans 3 ans, je vais me lancer sur le marché anglais, ou le marché allemand, ou le marché espagnol. Et donc vous, dans votre audit, en tant que référenceur, vous devez garder ça en tête parce que ça peut influer plusieurs des décisions que vous allez prendre. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Deuxième b.a.-ba qui est très logique pour tout le monde, je pense, le budget. Quel est l'argent que la personne est prête à investir? Et ça, soyons honnêtes, en tant que client, soyez honnête sur le budget que vous pouvez allouer au référencement naturel. Dites-vous bien que le référenceur, il n'est pas là pour vous prendre un maximum d'argent, c'est d'essayer de vous en faire gagner un maximum dans le budget que vous avez défini. Si le client il a 300 € par mois, ou 3 000 € ou 30 000 €, je ne vais pas du tout déployer les mêmes actions, ni dans le même ordre, et je ne vais pas surtout proposer la même stratégie. Définissez clairement le budget initial, ou le budget futur. Dans un autre b.a.-ba, ce qu'on appelle la dette technique. Alors juste que ce soit clair pour tout le monde, ce qu'on appelle la dette technique en informatique, c'est l'ensemble des choix qui ont été faits et qui ont un impact aujourd'hui. Exemple typique, j'ai fait le choix de coder sur mesure mon site avec des pages HTML et de tout coder à la main. Ça va avoir un impact sur ce que je peux mettre en place et sur les actions que je devrais mettre en place. Si j'ai fait une campagne de netlinking et que j'ai fait des liens tout pourris depuis 3 ans, là aussi c'est de la dette technique. C'est que moi je pars d'un existant et que ça va influer sur tout ce qui va se faire. En règle générale, ce qu'on fait, alors ça peut vous être remis ou alors le référenceur peut le faire dans son coin, peu importe, c'est un pré-audit. Nous, en règle générale, on va regarder la taille du site. On va regarder rapidement sur Majestic le profil de lien. On va regarder rapidement sur SEMrush l'état de son référencement naturel. On va essayer de voir si ça évolue, si c'est à la baisse, est-ce qu'il y a eu une chute, est-ce qu'il y a eu une pénalité. L'idée est de voir, en tout cas avant de commencer à travailler, avant même l'audit, juste avoir un rapide état des lieux. Et vous le reliez à votre budget. Si le client vous dit, voilà, moi j'ai 1 000 € de budget et que quand vous faites le pré-audit, vous vous rendez compte que le site a 1 million d'URL, ça va être compliqué de faire un vrai audit. Il faut toujours avoir ça en tête. Et bien entendu, et ça c'est le point le plus important sur lequel nous on se prend le plus souvent la tête, les moyens humains. Un truc très important, le référenceur ne fera jamais tout pour vous. Vous devez travailler avec votre référenceur. Vous devez l'accompagner, vous devez le conseiller, vous devez lui donner du contenu, vous devez lui expliquer votre métier. Et donc ça implique qu'il y ait des moyens humains qui soient accordés en interne pour aider le référenceur et l'accompagner. Ça, je vais y revenir plein de fois aussi. Donc là encore, c'est très simple. Avant même de vendre un audit, demandez qui en interne est en charge du web. Combien de temps ils peuvent y consacrer, quelles sont leurs connaissances. Donc ça, c'est des freins extrêmement basiques. Maintenant, je vais me concentrer sur le client. Alors, je vous rassure, le référenceur va prendre cher tout à l'heure aussi, de la même façon. Mais dans certains cas, le client est son pire ennemi. On a des clients, malheureusement, qui ont un très beau métier, des très bons produits, très bons services, sauf qu'en fait, ils n'arrivent pas à actionner les leviers SEO, et c'est de leur faute. Donc l'idée, c'est justement de passer ces freins. On va aller voir un petit peu en détail. La première, alors c'est une phrase d'un de mes collègues, Louis, qui est ici dans la salle, et que je trouve très vrai, et il faut vraiment en avoir conscience. Le SEO, ce n'est pas juste des petites actions par-ci, par-là. Le SEO, c'est une vraie campagne
de communication, de marketing, et ça s'inscrit dans une stratégie globale. Le client doit avoir conscience qu'on ne va pas juste corriger 3-4 balises, rédiger 2-3 contenus et faire 3-4 liens pour que ça fonctionne. C'est vraiment une vue d'ensemble. L'exemple typique, c'est le client qui nous dit « Bon, bah voilà, c'est bon, on a corrigé les H1, quand est-ce que je suis en première position ?» Ça ne marche pas comme ça, le SEO. C'est vraiment une vue d'ensemble. Il faut que le client, quand il se dit « Aujourd'hui, je vais me mettre à faire du référencement naturel », il faut qu'il se dise qu'il soit prêt à impliquer toute sa stratégie de communication. J'y viendrai tout à l'heure, on parlera de freins sentimentaux, mais c'est hyper important, il faut qu'il en ait conscience avant de commencer à travailler cet aspect de son site web. Deuxième frein, le client qui n'a pas le temps. Alors, en soi, ce n'est pas un problème, mais j'explique pourquoi. Le client doit être capable, comme je vous disais, de dire quel est le temps qu'il peut consacrer à son site, et donc qu'il peut consacrer à son référenceur. En fonction de ce temps, le référenceur va et doit, d'ailleurs, j'insiste, adapter sa stratégie et son analyse. Pourquoi? Parce que si le client vous dit, bah voilà, moi je peux vous consacrer une journée par mois, vous savez que vous pouvez lui déléguer certaines tâches pendant cette journée. Certains clients n'ont pas du tout de temps. Et à l'inverse, il y a des clients qui vous disent, bah moi je peux travailler quasiment en plein temps dessus, je suis prêt, je suis au taquet, allons-y quoi. Donc cette notion de temps, elle est extrêmement importante. Et nous, le cas de figure qui arrive beaucoup trop fréquemment, c'est le client qui en début de prestation nous dit, bah voilà, pas de souci, je vais vous faire un article par semaine ou un article par mois, aucun problème, vous inquiétez pas. Et puis bon, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, on n'a toujours pas de contenu. Et là, la clé, c'est au référenceur de basculer, de changer sa stratégie. C'est-à-dire que de l'audit, on avait des préconisations, on avait réparti le rôle et les tâches entre les différents intervenants. L'idée, c'est de vous dire, bah non, en fait, ça ne va pas être possible comme ça. On va peut-être externaliser le contenu ou demander à quelqu'un d'autre en interne, ou peut-être se focaliser en termes de stratégie sur d'autres aspects du référencement naturel. Ça, c'est hyper fréquent. Autre cas, plus rare, heureusement, le client qui ne vous fait pas confiance. Alors, un bon référenceur doit être capable de dire ce qu'il fait. De dire, bah voilà, le mois dernier j'ai fait ça, là je suis en train de travailler sur tel et tel aspect, le mois prochain on a prévu de travailler sur ces éléments-là. Ça, c'est pas le problème. Le vrai souci, c'est qu'on a des gens qui veulent fliquer tout ce que vous faites. Ils veulent avoir le détail de toutes les balises title qui ont été modifiées, la liste de tous les contenus qui ont été corrigés, la liste de toutes les corrections techniques, de tous les backlinks, etc. Et dites-vous bien que tout le temps que le référenceur passe à faire ce type de rapport et à détailler tout ce qu'il fait, c'est du temps qu'il ne passe pas à faire du référencement naturel. Et on se retrouve dans le cas de figure du client qui vous dit bah, hey, « je ne comprends pas, on n'a pas de résultat ». Bah oui, parce qu'en fait, on a fait des rapports, et des réunions, et des appels, etc., etc. Donc si vous faites appel à un référenceur, faites-lui confiance, c'est son travail, et essayez de l'aider pour mettre en place ces différentes préconisations de l'audit. Je continue. Le client qui n'y connaît rien, ou qui croit s'y connaître. Alors, je vais d'abord parler de celui qui n'y connaît rien. Là encore, ce n'est pas un problème. C'est d'ailleurs le travail du référenceur aussi de lui expliquer. Honnêtement, on n'a pas un métier qui est si compliqué que ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et normalement, un bon référenceur est capable d'expliquer de manière simple chaque concept. On est capable d'expliquer ce que c'est que le balisage schéma.org. On est capable d'expliquer ce qu'est une structure en silo, etc., etc. Par contre, là où c'est le plus compliqué, c'est le client qui n'y connaît rien. Enfin, qui n'y connaît rien. Qui croit s'y connaître. Parce qu'en référencement naturel, on va vous dire il faut faire ça, 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 ça. L'exemple typique actuel, c'est les Core Web Vitals. Où nous, on a plein de demandes et tous les clients nous disent attention, il faut absolument qu'on soit en premier, il faut qu'on améliore le temps de chargement, il faut que tous les critères de temps de chargement soient les meilleurs. Alors certes, c'est important, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais dans une stratégie SEO, ça arrive loin, loin derrière. Il y a beaucoup d'autres choses à faire avant. Et nous, on a eu par exemple un jour une cliente où un audit, elle n'était pas satisfaite, et en fait, dans les explications de pourquoi elle n'était pas satisfaite, elle mélangeait tout. Et notamment, elle nous a fait cette jolie remarque, et vous ne parlez même pas d'HTTP2. Juste par curiosité, qui sait ce que c'est que l'HTTP2? Voilà. Et pourtant, on est une conférence de référenceurs. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui mélangent un petit peu tout. Autre frein, celui-là c'est le plus dur à passer outre, c'est ce que j'appelle le frein sentimental. Le référenceur va être obligé de faire des modifications sur votre site. Des modifications de fonctionnalité, de structure, de contenu, d'aspect visuel. Et là, vous avez des clients qui vous disent bah non, moi, mon site OnePage, je l'aime beaucoup, donc on va le garder. Mon site OnePage, en tant que référenceur, ça va être compliqué de faire du bon travail. Et c'est ça le plus dur, et ça rejoint le premier point que je vous disais sur le SEO, qui est une campagne de communication globale, c'est qu'il faut être prêt à faire des modifications, à faire vraiment des choix différents.
Par exemple, la petite page Nos engagements, qui est dans le menu principal, ça saute. Et le client il dit ouais, mais moi j'aime bien présenter nos engagements, c'est important pour nous. Ça, c'est un frein sentimental et c'est au référenceur, et c'est la plus difficile partie de son métier, c'est d'être capable d'expliquer ça. De dire, non, il y a une raison pour laquelle on vous préconise ça et que vous devez corriger ça. Le pire client, enfin le pire, ça c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal, alors c'est un petit peu coupé en haut, c'est le client qui ne prend pas le temps. Il est pressé, il veut tout de suite. Le pire exemple qu'on a eu, nous, c'est le rapport d'audit. Donc, le référenceur travaille plusieurs jours, il envoie un rapport d'audit de 80 pages, et dans les 10-15 minutes, on a un coup de téléphone. Bonjour, alors j'ai plein de questions, et puis quand est-ce qu'on peut mettre ça en place, etc. Bon, ça ne peut pas être possible. Là, clairement, le client n'a pas lu l'audit, il n'a pas lu les préconisations, il n'a pas lu la roadmap, il n'a pas lu le détail des problématiques qui existent. Donc là, en fait, il faut lui dire de respirer un bon coup, qu'on va prendre en charge le travail, et surtout, il faut expliquer la temporalité au client. En règle générale, on a tous tendance à dire que le référencement naturel prend du temps. Ce qui peut se retourner contre nous, parce qu'après, le client peut se dire « ouais, moi, je veux tout de suite ». L'idée, c'est de se dire « oui, ça peut prendre du temps, ça peut aussi être très rapide, mais il faut juste s'organiser. Il ne faut pas brûler des étapes, il faut définir une vraie roadmap de travail, ça j'y reviendrai tout à l'heure, parce que sans cette roadmap de travail, vous allez vous éparpiller. Autre point aussi, le client qui ne se met pas à la place de sa cible. Alors, je vous ai parlé du référenceur qui doit expliquer ce qu'il fait, il doit être pédagogue, ça c'est très important, mais le client doit faire la même démarche avec ses propres prospects et clients. Pourquoi c'est important? Parce que si lui-même ne fait pas ce travail-là, quand vous allez rédiger du contenu, quand vous allez définir la stratégie, vous allez vous éparpiller, vous n'allez pas forcément cibler les bonnes expressions. L'exemple de un de mes premiers clients qui était persuadé que tous ses prospects savaient ce que c'était que la chromatographie de partage centrifuge. Voilà, un sujet passionnant, je vous le recommande. Il n'empêche que dans ses propres clients, donc là on est sur quelque chose de scientifique, dans ses clients à lui, il y avait des gens qui connaissaient le vrai terme, ils savaient exactement comment ça s'appelait, et il y avait des clients qui n'y connaissaient rien. Et l'idée, c'est que votre client doit lui-même se mettre à la place de ses clients à lui. C'est comme nous, référenceurs. Si moi je parle à un autre référenceur, je vais vous parler de crawl, d'indexation, de Shamia.org, de backlink, de PageRank, de plein de choses comme ça. Bon, si je m'adresse à un prospect, dans 90% des cas, il ne va rien comprendre à ce que je vais dire. Je dois absolument m'adapter à ce qu'il comprend. Et donc, votre client doit faire exactement la même démarche. On a aussi un autre cas, le client qui se concentre sur les mauvais mots-clés. Donc là, c'est encore un travail du référenceur, c'est son job de lui faire comprendre ça. Mais le client vous dit, non, moi, ce mot-clé-là, il est hyper important, on va travailler dessus. Et le problème, c'est que ce mot-clé-là, il y a à peine 10 recherches par mois, il n'y a aucune intention d'achat. On va juste perdre de l'énergie, du temps. Et le référenceur, en fait, doit dire, non, là, c'est pas possible. On va se concentrer sur les vraies expressions. Et je le dis là, mais on peut le redire constamment, les meilleurs référenceurs, ce n'est pas ceux qui sont les meilleurs techniciens, ce n'est pas ceux qui maîtrisent le mieux les algorithmes, la rédaction de contenu, les campagnes de netlinking. Les meilleurs référenceurs, c'est les référenceurs les plus pédagogues. C'est ceux qui sont capables d'expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment ils le font. Ça, c'est hyper important. Et donc tout ça, c'est nos freins côté client. Je vous rassure, autour des référenceurs. Parce que voilà, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Les référenceurs, dans certains cas, malheureusement, c'est de leur faute. C'est à cause d'eux que ça se passe mal. Et là encore, il y a des problématiques variées. On va commencer par celle qui rejoint les premiers points que je vous ai cités. C'est, en repartant de l'audit, c'est qu'avant tout, l'audit n'est pas adapté. C'est-à-dire que mon audit, par rapport aux objectifs de mon client, par rapport au temps qu'il pourra consacrer à son site, par rapport à ses connaissances et par rapport à son budget, il n'est pas adapté. L'exemple typique, c'est que je lui propose une stratégie extrêmement élaborée qui va avoir des résultats, mais le client n'a pas le budget pour la mettre en place. Nous, ça nous est déjà arrivé sur des prestations de développement. On reprenait le site d'un client qui avait fait appel à un référenceur avec un audit qui était très bien, l'audit était très qualitatif, sauf que le coût de mise en place des préconisations techniques était bien trop élevé. Donc le client, grosso modo, il a acheté un audit, on l'a pris, on l'a mis à la poubelle, parce que de toute manière, il n'a pas les moyens de l'appliquer. Ça s'applique en termes de budget, ça s'applique en termes de temps homme ou de connaissances. En termes de connaissances,
on va avoir tout simplement les audits trop techniques. C'est d'ailleurs le défaut qu'on a tous, hein. Je l'ai eu aussi par le passé. On a très vite tendance à écrire de manière technique tous les points de l'audit qu'on a pu voir et qu'on doit corriger et mettre en place. Sauf qu'en fait, la personne qu'on a en face, on ne sait pas si elle va comprendre. Je vous donne l'exemple de cette petite phrase qui, pour un référenceur, est vraiment basique. C'est il faudra ajouter le balisage schéma breadcrumbs sur le chemin de navigation. Si vous êtes référenceur avec un peu d'expérience, aucun problème. Mais ça, allez, peut-être un client ou 2 clients sur 10 vont le comprendre naturellement. Et pourtant, la même phrase, on peut l'expliquer. C'est très simple, c'est de dire, voilà, on a besoin d'ajouter du code que l'internaute ne voit pas, et ce code explique à Google où est-ce qu'il est sur votre site. On peut reformuler de la même façon toutes les phrases de son audit. Ce qui m'amène à un point clé. Avant d'échanger avec un client, avant de faire un rapport, avant de faire des préconisations, demandez systématiquement le niveau de compétence de la personne. Est-ce qu'elle s'y connaît en SEO? Pas du tout. Est-ce qu'elle s'y connaît en informatique, tout simplement? Nous, on travaille avec des clients qui, malheureusement, rien qu'allumer Windows et ouvrir Word, c'est compliqué. Donc dites-vous bien que la partie référencement naturel, voilà, il faut sortir les rames. Mais ça peut arriver. Toujours vous mettre à la place de votre client final. Ensuite, ça c'est un plus classique, l'audit incomplet. Ça peut arriver. C'est souvent lié d'ailleurs à des problématiques de budget. C'est-à-dire que le client il a un budget de 500 € pour un site qui fait 30 000, 40 000 pages. On ne peut pas tout voir en fait, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout traiter. Donc un audit incomplet, c'est pour ça que la problématique du budget est importante, c'est que j'expliquais au tout début que l'audit n'est pas forcément la bonne solution. Dans certains cas, si on a un budget très réduit, il vaut mieux pas faire d'audit. Il vaut mieux directement faire des corrections qu'on voit au fur et à mesure, attendre d'avoir des résultats, avoir un budget plus élevé et là, pouvoir faire un vrai audit et redéployer une vraie stratégie. Il y a aussi un autre cas de figure, alors c'est rare, mais ça arrive, les prestataires qui, pas vous arnaquent, mais quasiment, dans le sens où souvent vous avez des accompagnements à l'année, des fois sur 2 ans, des fois sur 3 ans, on avait des contrats. Et le problème après, c'est que vous n'avez plus du tout la main sur ce qui est fait. C'est-à-dire que je peux vous faire un abonnement sur 3 ans, et puis ne plus rien faire, et vous dire, mais si on travaille, mais c'est compliqué, on ne peut pas vous montrer, etc., etc. Donc ça arrive. Et d'ailleurs, souvent, le genre de clients qui ont ces prestataires-là, c'est ceux qui après vous font plus confiance. Ce qui est logique, parce qu'après, ils ont été échaudés par leur expérience précédente, et voilà, ils veulent tout contrôler de ce que vous faites. Autre chose aussi, l'audit est mauvais. Ça arrive. Comme je vous disais, nous on a déjà vu d'autres audits, d'autres agences et prestataires qui sont très bons. Puis de temps à autre, on a un truc un petit peu bancal. Et le problème de ça, c'est que si l'audit de base n'est pas bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, derrière ça ne s'appliquera pas. Un exemple typique, alors je vous mets 2 captures d'écran. La première, c'est un audit qui a été réalisé par une agence en 2019, dans lequel on parle de balises meta-keyword pour chacune des pages. Donc, autant vous dire que le reste de l'audit est à peu près du même acabit, c'est un peu compliqué. Ou encore, en bas, un outil d'audit en ligne qui nous dit note de 100%, c'est parfait, toutes vos images ont un texte alternatif. Puis en fait, si vous lisez un tout petit peu plus la ligne, il y a marqué, ouais, mais en fait, la plupart sont vides. Donc en fait, théoriquement, je devrais avoir une note à 0. Ça, c'est le genre de choses où voilà, on a un audit malheureusement de mauvaise qualité et en fait, pour un client, c'est assez compliqué en fait de pouvoir juger en fait de la qualité d'un site. Le conseil moi, que je peux vous donner dans ce cas-là, même si ce n'est pas votre métier, faites une petite veille sur le référencement naturel, sur ce qui se passe. Par exemple, les actualités du site Abondance. Olivier Andrieux qui est dans la salle confirmera, mais voilà, au moins de savoir comment ça évolue ce marché, pour au moins quand vous allez discuter avec votre référenceur, essayer de comprendre un petit peu de quoi il parle et savoir juger un peu la qualité de ses préconisations. Ensuite, un autre cas de figure qui est problématique du référenceur, c'est quand il ne l'accompagne pas à la suite. Alors là encore, ce n'est pas une problématique en soi, mais il faut juste que ce soit clair. Il y a des référenceurs qui se chargent de tout. L'audit, la rédaction de contenu, les corrections techniques, le netlinking, etc. Il y a des référenceurs qui ne font que l'audit. Le fait de ne s'occuper que d'une partie n'est pas gênant en soi, à condition que le client soit au courant et surtout qu'il puisse au moins être dirigé vers des prestataires qui pourront être en charge des autres aspects. Si par exemple je fais un audit pour un client et je dis non, moi je ne peux pas faire la rédaction de contenu, je peux vous conseiller tel ou tel rédacteur, ou telle plateforme, ou tel référenceur qui pourra vous accompagner par la suite. Parce que sinon, la personne, elle achète un audit, elle l'a dans les mains, elle est hyper contente, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et puis là, elle n'a plus personne derrière. Donc ça, malheureusement aussi, ça peut arriver. Il faut essayer en tout cas d'accompagner le client sur la suite.
Ensuite, et ça c'est quasiment le point le plus important dans un début de prestation, l'audit qui n'est pas actionnable. Alors je ne sais pas qui dans la salle a déjà fait des audits et a reçu un audit, mais normalement à la fin de l'audit, quand vous lisez le rapport qu'on vous remet, vous devez être capable de savoir ce que vous devez faire et dans quel ordre. Si jamais à la fin de la lecture de l'audit ce n'est pas le cas, l'audit n'est pas bon. Alors ça ne veut pas dire que ce qui est dit dedans est faux, hein, mais un bon audit, vous devez vous dire, bah là maintenant je dois faire telle action. Et celle-ci est prioritaire par rapport à celle-là. Et sur l'actionnabilité d'un plan de préconisation SEO, il n'y a pas un modèle type. Il n'y a pas une façon de faire. On revient toujours à la base. Quels sont les objectifs de mon client? Quel est son budget? Quelles sont ses connaissances? Et quel est son temps homme? Je vais vous donner 2-3 exemples de plans d'action qui sont traités différemment en fonction du client cible. Ici, je vous donne un premier exemple. C'est une liste d'éléments qu'on a ressortis d'un audit et on les a classés par priorité. On leur dit, ben voilà, si vous voulez avoir des résultats, commencez par celui-là. Puis ensuite, vous traitez ce point-là et ainsi de suite. Parce que là, on est dans un cas de figure où on a un client qui a du budget, qui a du temps. Donc autant commencer le plus vite possible par les actions qui auront le plus d'impact. Mais dans certains cas, vous ne pourrez pas travailler comme ça. Il y a des clients sur lesquels il va falloir temporiser. Deuxième cas de figure, deuxième type de présentation. Là, on va l'accompagner plutôt dans le temps. On va vous lui dire, ben voilà, au premier trimestre, on va faire telle action. Le trimestre d'après, ce sera ces actions-là. Le trimestre d'après, ces autres actions, etc., etc. Troisième cas de figure, c'est que des exemples, hein. C'est plutôt une notion de temps. Donc ça, c'est parfait quand le client n'a pas beaucoup de temps. Le client il vous dit, bah, moi, allez, je vais avoir 2-3 heures par mois à consacrer au site. Donc là, vous savez que ça va être compliqué. Donc là, vous allez lui dire plutôt, bah, cette fois-ci, on va vous dire combien de temps prend chaque action. Et en gros, bah, quand vous avez du temps, traitez-les en fonction du temps disponible. Si par exemple, vous lui dites qu'il faut remanier telle page et que remanier telle page, ça prend une journée et qu'en fait, il n'a qu'1 heure devant lui, ça ne sert à rien qu'il commence. Mais par contre, on va peut-être lui dire, on va faire les petits correctifs. Alors, certes, ce n'est pas ceux qui auront le plus d'impact, mais je m'adapte à mon client. C'est vraiment un point clé. Vous devez comprendre ses connaissances, son temps et son budget. Et donc, la vraie question, parce que là, je vous ai expliqué de manière générale les freins, c'est comment est-ce qu'on déroule une prestation SEO? Qu'est-ce qu'on fait et dans quel ordre? Donc là, moi, je me place du côté du référenceur. Je suis référenceur et un jour, on me met un client dans les mains. On me dit, ben voilà, il faut faire l'audit, il faut faire ensuite toute la stratégie, puis ensuite, il faut l'accompagner au quotidien pour rédiger les contenus, faire des liens, corriger les aspects techniques, et ainsi de suite. Il y a 5 grandes étapes. La première, elle est très simple, connaître son client. On revient toujours au b.a-ba, mais si juste cette étape-là, vous la ratez, tout ce que vous faites après ne sert à rien. Je dois savoir combien d'argent il va dépenser. Je dois savoir, pour chaque personne qui est impliquée, leur niveau de connaissance, parce que des fois, vous aurez un seul interlocuteur, des fois, vous en aurez 3, 4, 5, et donc je dois savoir à qui je m'adresse et comment. Je dois aussi savoir le temps qu'ils peuvent consacrer au site, et encore et toujours, leurs objectifs. Je veux augmenter de tant de pourcents mes ventes, je veux augmenter ma marge, mon chiffre d'affaires, augmenter mes inscriptions, et ainsi de suite. Si ça, c'est clairement défini, déjà, vous avez fait une bonne partie du travail pour que la prestation de référencement naturel se passe bien. Étape suivante, connaître son marché. Alors ça, à la rigueur, c'est l'étape qui est la plus logique, hein. Ça, je ne vous apprends rien, mais quand vous faites du référencement naturel, je dois comprendre les besoins des utilisateurs, je dois faire un audit de mots-clés, je dois regarder comment est ma concurrence, et je dois faire un audit en lui-même, donc ma dette SEO, d'où est-ce que je pars d'un point de vue technique, structurel, contenu, et ainsi de suite. Ça, à la rigueur, l'étape 2, chose assez simple. Mais une fois que vous avez fait ça, c'est une des plus importantes. Étape numéro 3, vous devez adapter l'audit. Ça arrive, malheureusement, qu'un référenceur fasse un audit qui n'est pas adapté au client. Parce que pour X ou Y raison, je ne sais pas moi, le client, la personne que vous aviez en contact qui s'y connaissait bien, elle a peut-être démissionné. Peut-être que le client a moins de budget qu'initialement prévu. Ou alors le client, il pensait avoir du temps à vous consacrer, en fait, il n'en a pas. Et les meilleurs référenceurs, c'est ceux qui arrivent à adapter tout l'audit et l'accompagnement au quotidien. D'échanger avec le client final et dire, bah voilà, vous n'avez plus de temps, c'est pas grave. L'exemple de la rédaction de contenu, bah on va externaliser. Ou on va demander à quelqu'un d'autre en interne pour gérer cette partie-là. L'idée étant le plus vite possible de réagir. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec un référenceur qui travaille pendant 1 an, qui a plein de points de blocage, et au final, le client vous dit, bah voilà, je ne comprends pas, on n'a pas eu de résultat. Et puis vous vous dites, bah oui, mais vous n'avez pas rédigé les contenus que je vous ai demandé.
Normalement, vous devez réagir bien plus tôt par rapport à ça. Bien entendu, étape numéro 4, faire équipe. Un bon référenceur, il applique les préconisations, hein, ça c'est logique. Mais les meilleurs référenceurs, ce sont ceux qui arrivent à impliquer le client dans leur travail et surtout à les éduquer. Alors, ce n'est pas péjoratif, hein. Mais normalement, un bon référenceur doit être capable de transmettre toutes les compétences de base, par exemple en termes de rédaction de contenu ou de netlinking, de manière à ce que le référenceur n'ait plus à se charger des petites actions et que le référenceur puisse se concentrer sur ce qui a de l'importance. Exemple typique, un bon référenceur, normalement, s'il a passé les compétences, un client sait que quand il supprime un contenu, il doit faire une redirection 301. C'est des choses toutes bêtes, en plus qui sont très simples à faire, mais le référenceur doit être capable de passer cette compétence. Et enfin, dernière étape, et celle-ci elle est très importante également, le référenceur au quotidien va devoir donner de la visibilité sur ce qu'il fait. Alors, ça rejoint le client qui fliquait, qui demandait des rapports réguliers. Alors, on ne faut pas tomber dans ce défaut-là, mais régulièrement, en fonction aussi du temps que le client peut avoir, vous devez échanger avec lui et lui dire, ben voilà, aujourd'hui on en est là, par rapport à vos objectifs, voici ce qui a été entièrement terminé, voici ce qui est en cours et ce qui est à venir, et surtout, voici quels sont les points de blocage. On a un problème sur la popularité, par exemple, ou alors on a un problème, je ne sais pas moi, sur la partie contenu structure, et donc vous devez impérativement dire, enfin, prévenir le client le plus vite possible. C'est vraiment le plus important, parce que ce n'est pas gênant que le client ne puisse pas faire, ou n'ait pas le budget, ou n'ait plus les compétences. Mais le référenceur doit dire, bah, la stratégie initiale telle qu'elle a été posée ne marchera pas, ou en tout cas ne marche plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement adapter? Donc là, on parle de l'exemple des contenus, mais c'est pareil pour la partie technique, c'est pareil pour la partie popularité. On doit essayer d'adapter au maximum la bonne prestation. Et je finirai sur ça. Le meilleur référenceur, je le redis, je l'ai déjà dit, mais ça reste très important, ce n'est pas le meilleur techniquement, c'est vraiment celui qui est capable de s'adapter et de communiquer. D'ailleurs, ce qui est valable dans plein de métiers. Un bon développeur, il doit savoir communiquer, c'est valable pour tout le monde, mais le référenceur, il doit pas se sentir, le client ne doit pas se sentir exclu de la prestation. Il doit au contraire avoir envie d'accompagner le référenceur au quotidien, de le guider et l'accompagner. Et j'ai terminé pour cette petite conférence. Merci. Et si vous avez des questions. Un grand merci à Daniel qui est dans le timing parfait. On commence par la question bug peut-être? Alors attention, ça va être rapide, hein. Surtout qu'en plus il y a plusieurs réponses possibles. Quelle est l'une des premières questions à poser à un client avant une prestation de référencement naturel? Oui? J'ai pas entendu? Bonne réponse. Bravo. Avez-vous des questions? N'ayez pas peur, je ne mange pas. Je ne pars pas. Une question par rapport aux objectifs, justement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes pour traquer les objectifs. Oui. Et donc, face à un client qui n'arrive pas bien à traquer les objectifs ou lui-même ne suit pas finalement ses conversions, comment s'adapter? Comment est-ce qu'on fait? Ouais, voilà. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut tout simplement lui proposer de l'accompagner sur la mise en place du tracking. Soit le référenceur, dans son agence ou avec des collègues, il sait faire, ou avec un autre prestataire spécialisé en web analytics, on va mettre en place le tracking. Et quand ce n'est pas faisable, ce qui peut arriver, on peut avoir des objectifs éphémères. Par exemple, nous, on a pu travailler déjà avec des grandes marques, et eux, leur seul objectif, c'est l'amélioration de l'image de marque. C'est assez compliqué à quantifier, en fait, sur un site. Donc après, dans ces cas-là, si ce n'est pas quantifiable, il faut au moins savoir quel est l'objectif qui est derrière. Parce que si, par exemple, l'objectif est d'améliorer l'image de marque, je vais me dire, bah, moi, dans les mots-clés que je vais cibler, dans la façon dont je vais rédiger ou la façon dont je vais aller chercher des liens, je vais peut-être le faire différemment. Donc, dans l'idéal, il faut les quantifier et donc faire appel à quelqu'un qui va mettre en place le tracking. Et quand ce n'est pas le cas, ne serait-ce qu'au moins connaître les grands objectifs, c'est déjà bien. Bonjour. Oula. Question plutôt client du coup. Est-ce que vous disiez tout à l'heure qu'un prestataire qui ne peut pas aller plus loin que l'audit, vous conseillez d'éviter ce genre de choses? Et au contraire, moi côté client, est-ce que ça fait sens
de prendre une agence juste pour la partie audit, pour une question d'objectivité en fait? Alors oui, en fait, le fait que le prestataire ne fasse que l'audit, ça peut être un problème si juste il fait juste l'audit et après il vous dit démerdez-vous. En fait, le but du jeu, c'est que s'il ne fait que cette partie-là, il faut juste qu'au moins il puisse vous rediriger après vers les personnes compétentes pour la mise en place. Parce qu'en fait, comme je vous disais, le rapport d'audit ne sert à rien en soi. C'est très joli, hein, on peut l'encadrer si on a envie, le lire le soir si on fait une insomnie. Mais le but du jeu, c'est plutôt de se dire, moi, il faut que je sois capable d'appliquer les préconisations techniques, d'appliquer les préconisations de contenu ou de popularité. Donc il faut juste qu'au moins avec le prestataire soit clair et que lui vous dise, bah voilà, contactez tel prestataire pour la partie contenu, tel autre prestataire pour le développement et ainsi de suite. Mais en tout cas, après, la partie objectivité peut être une bonne chose parce que ça apporte un regard neuf sur un marché ou sur un site.